Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'humain est par nature un être qui donne autant, sinon plus, qu'il prend, par son travail, par sa disponibilité, par son amour. Et le plus noble parmi les hommes, le plus généreux, le plus utile, est celui qui donne plus qu'il ne prend, par son civisme, par l'aide qu'il apporte à son prochain, par ses sacrifices, par son dévouement pour sa famille, sa société, sa patrie. Il est comme l'abeille, comme la source vive, la pluie bienfaisante, cet enseignant qui prodigue son savoir, ce soignant qui soulage le mal, cet artiste qui élève l'âme à ses plus belles cimes, ce législateur qui dote la société de lois justes, ce policier intègre qui veille sur le sommeil de ses concitoyens, ce paysan laborieux qui fait pousser les fruits de la terre, ce négociant scrupuleux qui ne trompe jamais ses clients, comme cette brise qui se lève et qui va féconder les vergers. C'est cela, l'homme, et c'est cela, sa vocation première, sa raison d'être et le but de sa vie. Et c'est grâce à ces hommes, à ces femmes, à ces abeilles de la vie, à ces souffles fertilisants que des sociétés prospèrent, que leurs enfants vont à l'école, que leurs malades jouissent de soins attentifs, que leur table est riche de saines victuailles, que personne n'est laissé sur le bord du chemin, que personne ne peut être opprimé par plus fort ou plus riche que lui. C'est grâce à ces piliers de la terre, à ces soldats de l'ombre, que la vie est agréable, que le plus faible peut traîner le plus fort devant les tribunaux et le faire condamner si nécessaire. Et c'est grâce à eux, à ces gens, que les gens ont de la lumière au bout de l'interrupteur, de l'eau dans le robinet, des avions qui volent, des bateaux qui naviguent, des trains qui arrivent à l'heure, des villes propres, des écoles ruches et des universités moissons. Mais ce n'est, hélas, pas dans toutes les sociétés que ces saines dispositions ont cours. Et c'est pour ça qu'il y a des pays plus ou moins développés, plus ou moins justes, plus ou moins démocratiques, plus ou moins solidaires. Chez nous, en Algérie, des monstres ont volé le feu sacré, détourné le fleuve de la liberté, pourtant conquis au prix du sang et des larmes. Ils ne savent rien faire que piller les richesses de la communauté, corrompre leur société, de la même manière qu'un ver corrompt le fruit, de la même manière qu'un parasite se sustente de la vie qu'ils squattent. Ils se sont imposés à la tête de notre peuple et remplacé le colon au pied levé pour pressurer ce peuple qu'ils ont soumis, pour l'opprimer, pour le voler, pour le tuer. Des monstres qui ont utilisé l'armée du peuple pour violenter, emprisonner et même tuer les hommes et les femmes libres qui osent le contester, qui utilisent les médias du peuple pour les salir, qui utilisent la justice du peuple pour les jeter en prison, qui volent les richesses du peuple pour les placer dans les banques étrangères, qui usent de l'argent du peuple pour corrompre ceux parmi le même peuple qui se bousculent pour les servir. Au moment où des millions de nos frères croupissent dans la misère, au moment où des millions de personnes en situation de handicap sont réduites à la plus noire indigence, au moment où des millions de nos compatriotes du pays profond et du Sahara vivent dans des conditions infra-humaines,
Mais les pires ne sont pas ces despotes, mais leurs nervis, ceux qui les servent, qui les protègent et qui s'acharnent sur quiconque tente de résister. Des gens que nous trouvons dans les classes moyennes et pauvres généralement, nos propres frères. Elles vont du miséreux qui s'entasse avec ses 10 enfants dans un taudis de zinc, dans un bidonville, jusqu'au gros trabendiste qui loge dans une bidonvilla, au PDG de moyennes entreprises, en passant par le sénateur, le député, le maire, le médecin, le journaliste, le fonctionnaire, le magistrat, l'apparatchik de partis politiques maison et tous les autres qui ont été asservis ou qui se sont soumis à leur maître de leur propre gré, parce qu'ils y trouvent leur compte, ou parce que la vie ne leur a pas laissé le choix. Ces soutiens du régime qui oppriment leurs compatriotes ne sont donc pas tous pauvres, loin s'en faut. Nombreux parmi eux ont des statuts sociaux et des situations financières enviables. Certains vivent sur un grand pied, souvent frustes et vaniteux. Ils portent le sobriquet de Baggara. Hash al-Baggara. C'est là d'ailleurs tout le génie des barons mafiocrates. Ils n'ont pas relégué tout le peuple qu'ils ont subjugué à la misère et à la médiocrité. Ils ont relégué tout le monde contre eux. Grâce à la faramineuse manne pétrolière, ils ont créé au fil des ans un système de cooptation. Ils l'ont organisé de façon à ce que les Algériens d'en bas ou des classes moyennes soient assurés que l'enrichissement et la réussite sociale leur sont accessibles, dès lors qu'ils acceptent de se plier néanmoins aux règles non dites, celles de la lâcheté, du clientélisme, de la corruption, du trafic d'influence et de la soumission inconditionnelle au maître de l'heure. Les candidats à des charges électives, par exemple comme celles de députés et de sénateurs, sont l'archétype même de ce genre de contrat. Pour s'élever à ces fonctions, ces candidats ne s'engagent pas dans une compétition à qui pourrait rallier le plus d'électeurs. Non. Mais à qui obtiendra la bénédiction du clan ou des décideurs qui distribuent les quotas. L'évaluation de sa possible élection se mesure à ce qu'il peut offrir à ses protecteurs. C'est une vente aux enchères publiques, au vrai sens du mot. Le plus offrant l'emporte. Celui qui sait se prostituer mieux que les autres. Le vote n'est qu'une formalité de pure façade. Cela rapporte doublement aux barons mafiocrates. Ils trouvent ainsi en ces kafzines de précieux collaborateurs pour leurs propres affaires, des zélateurs haletants et empressés, des postulants à la clientèle, des nervis, livrés en kit, prêts à tout pour gagner leur faveur, à toutes les compromissions et à toutes les indignités, jusqu'à offrir leur honneur, parfois, à un droit de cuissage. Mais le plus intéressant pour les barons mafiocrates est que ce système de compétition acharnée et d'allégeance inconditionnelle qu'ils ont mis en place leur permet de semer la discorde, la division au sein des postulants, en les dressant les uns contre les autres pour plus d'argent, pour un poste, pour un terrain à bâtir, pour une nomination dans une représentation à l'étranger, pour les 1001 carottes qu'on leur agite sous le nez. Ainsi, de couche en couche, de plus riche à plus pauvre, et de plus pauvre à encore plus pauvre, l'ignominie s'est répandue du plus haut au plus bas, comme un mal qui infeste tout le corps. Les privilèges pour les gens d'en bas étant relativement rares, c'est la course à qui marchera sur la tête de ses propres frères pour pouvoir enfin les écraser de sa réussite, de son mépris, pour exorciser ses propres lâchetés et faire oublier tout ce qu'il a accepté de faire pour se hisser jusque sous les pieds du maître. Le parvenu Hafez passe un temps précieux dans les antichambres du maître.
Il lui fait des cadeaux royaux, joue à l'entremetteur zélé, lui vire de l'argent dans ses comptes bancaires à l'étranger alors qu'il est infiniment plus riche que lui. Il fait des mamours au caniche de madame et des sourires contris à ses enfants qui le toisent des pieds à la tête, sans daigner répondre à ses prévenances assidues. Mais quand il est avec les gens du peuple, les siens, sur Kafz et tout autre, tout particulièrement avec ses compatriotes qui lui sont inférieurs par l'argent ou le statut social. Vous le verrez alors se pavaner comme un dindon pour se venger du caniche de madame, rouler carrosse dans les endroits les plus misérables, étaler ses biens indus, ses biens honteux, comme une dépouille glorieuse, grimacer un rictus, une grimace de mépris quand il s'adresse à ses inférieurs ou à ceux qu'il croit être ses inférieurs. Leur parler avec une lenteur rageante en observant de longs silences entre deux mots, comme si les banalités qu'il débite étaient sentences divines. Ceux-là sont les pires, en effet. Irrémédiablement corrompus jusqu'au trognon qui leur sert de conscience. Ils sont les excroissances grumeleuses qui suintent du corps malade, qui se répandent en pestilence, qui se sustentent de l'arbre de vie qui les héberge. Des poux grassouillés qui se dandinent. Ce sont ceux-là que les mafiocrates érigent autour d'eux aujourd'hui comme autant de remparts contre leur propre peuple. Eux qui se disent nos femmes baribes d'ici. Mais le vent a soufflé sur les cendres de la déchéance. Des hommes et des femmes libres se sont dressés contre les mafiocrates, jusqu'à les contraindre à s'entre-dévorer, à s'entre-déchirer, à s'accuser les uns les autres d'être une bande mafieuse et à instrumenter leur justice mafieuse pour se jeter les uns les autres en prison. Et ça ne fait que commencer. هذه البداية وما زال. Algérie, le régime dans l'impasse. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Ali Boucherka, militant politique. Ali, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, au téléphone, nous aurons Selim Laïbi, écrivain, militant politique, qui nous parlera depuis Marseille. Et Mosfa Hamouda, consultant international, qui sera avec nous au téléphone depuis Alger. Mosfa Hamouda faisait partie du conseil consultatif du panel, de ce fameux panel de Karim Younes. Il vient d'en démissionner et il nous dira pourquoi et nous dira son avis sur ce qui se passe dans cette très étrange institution entre guillemets, bien sûr. Ali Boucherka, alors, le panel est visiblement en fin de vie, il a été jeté à la poubelle. C'est comme si Gaïd Saleh répondait à la demande des manifestations quand il crie Karim Younes à la poubelle. Finalement, il l'a vraiment jeté à la poubelle. Moi, je crois que
éventuellement, si les faits corroborent effectivement les demandes populaires, notamment cette demande concernant le panel qui n'était pas représentatif, je pense que Gaïd Salah a poignardé ce panel pour d'autres considérations beaucoup plus pernicieuses. De mon propre avis, je pense que c'est plutôt l'échec justement de ce panel à pouvoir agréger des forces politiques conséquentes et des forces sociales et qui n'a pas réussi à installer une certaine légitimité pour se prévaloir d'une quelconque représentativité, que précisément Gaïd Salah et le commandement militaire qui est derrière lui ont décidé de poignarder ce panel pour précisément s'épargner le jour où ils vont venir assumer l'échec de ce panel. Donc c'était plutôt prévenir que guérir. Mais pourquoi l'avoir lancé dans un climat aussi hostile de tous les Algériens quasiment, d'avoir voulu l'imposer quasiment presque par la force en enjoignant à tous les médias scélérats, les médias mercenaires de le passer en boucle pour finalement venir le jeter de cette façon aussi humiliante à la poubelle? Je pense qu'il y a deux considérations. La première, c'était l'échec de la première stratégie adoptée par le commandement militaire, à savoir le moment où il commençait à jouer une diversion en s'attaquant au dossier de la corruption en intégralité et en essayant de gagner en légitimité en s'attaquant à ceci. Sauf que l'autre versant, à savoir le versant politique, il n'y avait absolument aucun acquis, aucune concession. Cette stratégie, à la fois de jouer la carte de la corruption pour se gagner une certaine légitimité dans les milieux populaires d'un côté, et aussi toutes les stratégies de diversion identitaire et leur échec cuisant pendant le mois de mai, mois de juin, a poussé le commandement militaire à jouer la carte, ce qu'on appelle la carte médiatrice, de la médiation, du dialogue, qui était en réalité une fausse carte qui donnait en fait, c'était un effet de manche en réalité, c'était une opération de communication en donnant l'impression que le régime commence à avoir une attitude un peu plus souple de communication, de médiation, que tout le monde se réunit autour de la table, c'est le pays qui est en jeu, une posture de responsabilité. C'était en réalité une stratégie à la fois pour sortir du bourbier et de l'impasse de la première stratégie, et de l'autre côté pour pouvoir gagner du temps après l'échec cuisant des élections présidentielles du 4 juillet. Donc ils ont joué cette carte de médiation à la fois pour sortir de ce piège et pour gagner du temps, pour se réorganiser, trouver quelque chose. C'est ce qu'on se disait l'été, il n'y avait pas de cap. Et donc forcément, pendant tout l'été, on a vu qu'il y avait une instance qui est apparue, est tombée du ciel, mandaté par absolument personne, en tout cas dans les forces mobilisées contre ce régime. Alors, ils ont occupé tout l'agenda de l'été. Et donc là, on arrive au bout de cette logique et ils n'auront pas d'autre choix que de reconnaître qu'ils n'ont pas réussi ni à agréger les forces vives de la société, ni d'ailleurs faire adopter la feuille de route du régime aux citoyens. Et nous allons revenir tout à l'heure justement à cette phase qui passait de cette volonté de médiation toute de façade à cette brutalité d'annonce de convocation présidentielle par le chef de l'armée lui-même, qui n'a même pas pris le soin de faire endosser ça par son président de pure façade aussi. Alors, Moustapha Hammouda, merci d'être avec nous. Vous êtes consultant international, vous vivez ordinairement en Grande-Bretagne, mais vous faites des navettes fréquentes entre le Royaume-Uni et l'Algérie. Et donc, pour beaucoup de gens qui vous connaissent, parce que jusque-là, vous étiez très engagé aux côtés de votre peuple, taf, et on vous retrouve au sein de cette instance, comme elle s'appelle, de consultation du panel. Ça a étonné beaucoup de gens. Et là, vous lancez un pavé dans la mare en démissionnant juste après l'annonce, la déclaration du général Gaïd Salah de la convocation du corps électoral qui doit se tenir pour les élections présidentielles qui doivent se tenir le 15 décembre. Alors, Moustapha Hammouda, comment vous êtes-vous retrouvé
dans cette situation au sein de ce panel? Jamal Din. Oui. مساء الخير سي جمال. مساء الخير، مساء الخير مصطفى. Comme aime t'appeler si Saïd, d'après vous. Eh bien, je salue vos téléspectateurs et tous nos amis qui sont à l'écoute, qui sont en train de regarder ce programme. Tu t'interroges, si jamais maintenant, sur la motivation qui m'a amené à accepter dès le départ d'intégrer le conseil consultatif du panel, n'est-ce pas ça? Oui, en effet. Eh bien, je te réponds que, contrairement aux démocrates de la 25e heure, je tiens à rappeler mon militantisme contre le système qui gère notre pays depuis l'indépendance. Ne date d'aujourd'hui ni depuis le 22 février. Il remonte loin dans le temps, à un moment où ceux qui se veulent aujourd'hui sauveurs de l'Algérie pastisaient par grand nombre pour ce même système. Eh bien, ceci dit, j'ai été éduqué dans un milieu dans lequel la primauté des intérêts de la nation l'emportait, et de loin, sur les intérêts du peuple, si jamais. Cette même éducation, qui vient des tréfonds de notre Saint-Coran, nous interdit d'avoir... Mais Moustapha Hamoud, excusez-moi de vous interrompre. Même Gaïd Saleh dit ça, même Saïd Bouteflika dit ça, même Bouteflika lui-même dit ça. Tout le monde, personne ne viendra vous dire « Non, non, moi j'ai été dans le panel parce que je n'aime pas les Algériens ». Mais vous savez très bien, Moustapha Hamouda, que c'est le régime qui a désigné ce panel, que personne d'autre, que ce panel visait à tromper les Algériens, à les diviser, à leur faire accepter l'inverse de ce à quoi ils aspiraient. Et vous êtes bien placé pour le savoir, vous êtes un consultant international, vous voyagez beaucoup, vous lisez beaucoup, vous ne pouvez pas ne pas savoir, Moustapha Hamouda. Non, non, eh bien, croyez-moi, si jamais que je ne le savais pas. Je n'avais aucun doute, alors mais aucun. Parce que mon éducation, comme je vous l'ai déjà dit, qui vient des tréfonds de notre Saint-Coran, nous interdit d'avoir des préjugés. Pourquoi voulez-vous que je m'en doute, si jamais? Oui, mais Moustapha Hamouda, excusez-moi de vous interrompre à chaque fois, mais vous ne pouvez pas ne pas savoir, avec votre niveau, que ce panel est la création du pouvoir militaire, comme Ben Saleh, comme Bedoui, comme tout le reste. Vous le savez très bien. Mais croyez-moi, je vous dis et je vous le répète encore une fois, si jamais. Oui. Mais croyez-moi que non, je pensais que c'était une organisation qui s'était d'elle-même, c'est la voix du peuple qui est là, qui s'exprime. Oui. Et laissez-moi finir d'abord. Oui, je vous en prie, allez-y, pardonnez-moi. Voilà. Et comme je vous ai dit, et à partir de cette prémisse, il me fallait, comme dit le dicton, suivre le voleur jusqu'à la maison. Et je déduis de moi-même qui effectivement. Tu comprendras, mon cher Jamal, que dans ces conditions, le démocrate que je suis, imbu des principes des libertés individuelles et collectives, et surtout de la liberté de penser, dire et écrire. Je dois donner la liberté aux autres et je dois penser, ne pas me permettre de penser comme les autres et laisser les autres penser comme ils veulent. Et je l'ai dit, j'adhérerai à cette institution, quitte et je savais les risques que je prenais au niveau de ma probité intellectuelle et politique. Et ces critiques, au nom de la nation, au nom de l'Algérie, je les assume. Je ne dis pas que je me suis trompé, mais au contraire... Mais Moustapha, vous n'entendiez pas les Algériens dans la rue crier Karim Younes à la poubelle, rejeter massivement, unanimement le panel, dire qu'il ne le représentait pas? Oui, absolument, mais le Hirak est composé de 20 millions d'Algériens. Il y a des Algériens que j'ai rencontrés en Algérie qui me disent « Barakallahu fik, rien ne surpassera le dialogue et rien ne viendra... » Et dans ce cas, Moustapha, dans ce cas, pourquoi ceux qui sont pour le panel ne sortent-ils pas dans la rue? Ils prennent un autre jour, le samedi, le dimanche, le lundi, et ils sortent dans la rue, ils disent « Yahya Karim Younes, nahnou ma'al panel ». Et ils sortent en millions, comme ça on va dire « il faut écouter tout le monde ». Absolument, il faut écouter tout le monde. Et là, soyons réalistes, nous sommes 20 millions,
de ce Hirak, malheureusement, qui était un bloc soudé au départ, les 10 premières semaines, s'est effrité. Si on donne l'occasion à chaque personne de sortir dans la rue, il nous faut plus de 8 jours par semaine. Et chaque jour sera plein de ses fans. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut écouter la voix. Alors, Moustapha Hamouda, la question maintenant est, dans ce cas, pourquoi vous avez démissionné? Ah, là c'est une bonne question, comme aurait dit le bombardier. Et vous me connaissez très très bien, si jamais. Oui. Le militant et l'opposant que vous connaissez. L'opposant par défaut que vous connaissez très bien. Ne pouvait que démissionner après avoir relevé que l'édifice institutionnel auquel je me suis intégré ne répondait pas à ma vision et ma conception profonde de ce qui est l'entreprise démocratique doit être. C'est là, justement, une fois dedans, c'est là où j'ai réalisé, justement, que ce n'est pas ce que je recherchais. Je voulais me battre, mais je me suis trompé d'arène. Je me bats toujours, Jamal. Je me bats toujours pour la cause du peuple. Je me bats pour le Hirak et pour toutes les revendications du Hirak. Et c'est ça qui m'a étonné, Moustapha, parce que moi, je vous connais depuis tout jeune, hein, nous sommes de la même ville, nous sommes de Batna. Je vous voyais dans les manifestations batnéennes, vous étiez présent, vous étiez actif. Et c'est ça, c'est pour ça que moi, ça m'a choqué quasiment. Algéroises, londoniennes et parisiennes, là où il y a des mouvements pour le Hirak. Oui, mais pourquoi vous avez démissionné juste après la déclaration de Gaïd Salah sur les élections présidentielles? Pourquoi ça vous choque? Je vais être très très honnête avec vous. Moi, je ne suis pas membre du panel. Il faut d'abord expliquer ça aux téléspectateurs. Je n'ai jamais été membre du panel. Vous êtes membre du conseil consultatif du panel. Voilà, c'est pas la même chose, si jamais. C'est pas la même chose. Le conseil consultatif est un conseil fait de gens sages, d'anciens en politique. Ah, attendez, Moustapha Hamouda. Des gens sages comme la jeune fille qui est arrivée, qui a dit qu'elle préfère la dictature, ou sages comme l'avocate qui a traité les détenus de voyous, y compris Bourga. Voilà, je ne la connaissais pas. Bon, elle était assise à côté de moi et je ne la connaissais pas, croyez-moi. Ouais. Je ne la connaissais pas du tout. C'est après, justement, quelques photos que mes amis ont envoyées et une vendetta extraordinaire qui a été montée contre moi. Mais je m'en fous. Au risque de mon pays, je peux être traité de tous les noms. Franchement, pour l'Algérie, je suis capable de subir n'importe quoi. Si j'ai démissionné, parce que, comme je vous ai dit, l'entreprise démocratique n'y était pas. Je voulais savoir que les élections présidentielles qui répondent au canon et aux principes démocratiques, et je parle de canon, les idiots, pas les canons, boum, 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 entendons-nous. Je ne voyais pas l'existence d'une atmosphère apaisée de confiance. Je ne voyais pas le gouvernement Bedoui partir, malgré tout ce que nous connaissons de ce gouvernement. Je ne voyais pas la mise en place d'une commission et non d'une autorité, comme ça doit être le cas, qui va gérer tout le processus électoral depuis sa confection des listes électorales jusqu'à sa promulgation. Je ne voyais pas tout ça. Et je me voyais inutile. Je ne servais à rien et tout le conseil ne servait à rien du tout. Les décisions, nous les apprenions de la rue comme le dernier de la rue. Enfin, astaghfirullah, il n'y a pas de dernier de la rue, mais le nom concerné de la rue. En tout cas, Moustapha Hamouda, personnellement, je me réjouis de votre décision. J'imagine que tous les Algériens sont toujours contents de voir qu'un des leurs revient au bercail, revient au milieu des siens. Je n'ai jamais quitté. Non, mais les gens qui vous ont vu partir au panel pensaient que vous les avez quittés. Mais là, la démission, ils pensent que vous leur êtes revenu. Je n'ai jamais quitté la rue. Je suis issu de la rue et c'est à la rue que j'appartiens et c'est à la rue que j'appartiendrai. Mon combat continue, même les mêmes nus. Vive l'Algérie et je me combattrai jusqu'à son indépendance. Merci. Merci Moustapha, au plaisir de vous retrouver dans cette émission. Avec nous, Selim Laibi, écrivain, militant politique, chirurgien dentiste. Selim Laibi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum,
à vos invités ainsi qu'à tous vos spectateurs. Bien sûr, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que la deuxième partie de cette émission sera ouverte aux téléspectateurs qui pourront donc exprimer leur point de vue sur tout ce dont nous sommes en train de parler. Salim Laïbi, d'abord sur le discours, sur la déclaration, sur l'annonce fracassante pour le moins de M. Ahmed Gaïd Saleh qui nous annonce rien de moins que la convocation du corps électoral et la tenue des élections présidentielles pour le 15 décembre, date butoir. Il l'a décidé, c'est fini, c'est dans les annales. Alors moi, en fait, vous savez qu'au niveau politique, on peut débattre des heures, voire des journées, des semaines, des années et ne jamais tomber d'accord. Par contre, on peut peut-être se mettre d'accord sur des faits, comme au tribunal. Les faits sont têtus, c'est comme ça, on est tous d'accord sur les faits. Hein, le ciel est bleu, tout le monde peut être d'accord sur ce point-là. Celui qui vous dit qu'il est rose ou qu'il est vert, ben c'est le fou, c'est le menteur. Donc, on a entendu un discours assez extraordinaire, fou. Moi, ce qui m'a choqué, ce qui m'a choqué au plus haut point, c'est ahabba man ahabba wa kariha man kariha. C'est carrément train. On est dans la menace, on est dans le. Enfin, c'est du jamais vu, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit par respect de la Constitution et de l'état de droit, etc., il nous dit que c'est ça qui le motive. Hein, c'est ce qui le motive à prendre les devants et à prendre, voilà, et à endosser ce rôle. Meskin, il n'a pas fait exprès, il ne voulait pas, mais c'est la situation qui l'oblige. Moi, je veux bien, pourquoi pas. Si c'était quelqu'un d'exemplaire, on va pas s'opposer à ça. Sauf que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente est anticonstitutionnel. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente piétine la loi. On va prendre juste son poste, vice-ministre de la Défense, il est illégal. Il n'a pas le droit de tenir des discours politiques, c'est anticonstitutionnel, article 28. Son âge, 80 ans, son âge. Je ne vais même pas parler de son état physique, qui correspond à son âge. Mais quand même, quand on voit les chefs d'état-major, je ne sais pas moi, des États-Unis, Joseph Dunford, 63 ans, en France, François Lecointre, 50 ans, ils sont tous sveltes, magnifiques dans leur tenue. Nick Carter, British Army, 60 ans. Là, on a un arrière-grand-père qui veut... c'est pas très sérieux, c'est pas très glorieux pour l'armée. Alors, déjà, c'est la première des choses. On peut tous se mettre d'accord là-dessus. C'est simple. Ben Salah, son poste, la prolongation de sa mission est anticonstitutionnelle. Il ne fait que l'humilier. Ben Salah fait des déclarations sur les Vous êtes bien en train de nous dire que Ben Salah, dans ses charges actuelles, est contre la Constitution. Ah ben complètement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Expliquer à nos téléspectateurs et à nous-mêmes aussi. Parce que tout simplement la période de transition... En fait, la Constitution, elle prévoit que la conduite pour 60 jours dans l'entre-deux-tours d'un décès d'un candidat, du président. C'est tout. Ça veut dire ce chef de l'État qui est nommé juste pour les présidentielles, pour les organiser, la seule disposition que prévoit la Constitution pour prolonger une autre fois son mandat de 60 jours seulement est la disparition d'un des deux candidats au deuxième tour, ce qui n'a pas été le cas. Exactement, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas et le temps est limité. C'est-à-dire que c'est pas c'est 60 jours, ce n'est pas ad vitam aeternam. Donc on est hors jeu, totalement hors jeu. Il y a pas, c'est pas possible. Et pourquoi il nous parle que de constitution, Gaïd Saleh? Il n'a que ça à la bouche, la constitution, alors qu'il la viole à tous les tournants. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Oui. Subhanallah, j'ai été dentiste. Enfin, je suis toujours dentiste. J'ai travaillé en prison. J'ai travaillé au Beaumet à Marseille. À la belle que c'est pas un mythe, hein. Tous ils sont innocents. Hein. On est innocents.
c'est tous, moi j'ai rien fait, c'est une erreur judiciaire. C'est-à-dire que ces gens-là, Gaïd Saleh, pour lui, il ne peut pas venir vous dire mais je respecte rien. Il va vous dire je suis syndicaliste, je suis respectueux du Dostour, je suis un grand amoureux je respecte la loi à la règle. Et c'est comique en réalité. Mais il n'a pas le choix aussi. Il ne peut pas venir vous dire je suis un grand truand, j'ai volé, j'ai pillé, j'ai dirigé le pays avec les plus grands voleurs de toute l'histoire de l'Algérie, voire de toute l'histoire de l'humanité, parce qu'il faut parler aussi de Bedoui. On a parlé de Ben Saleh. Bedoui, c'est le plus grand tricheur de l'histoire de l'humanité. Il nous a sorti 5 semi-remorques de Ousmane Estimarat, 6 millions de parrainage pour la présidentielle de Bouteflika. N'est-ce pas Gaïd Saleh qui a soutenu le 5e mandat de Bouteflika qui était quasi mourant? C'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Ils nous ont même ramené un médecin qui leur a dit non, tout va bien, il est en bonne santé. Et ça, c'est normal de faire ça. Bloquer Alger, c'est pas anticonstitutionnel. Le citoyen algérien a le droit de circuler. Il a la liberté de circuler pour son commerce, pour ses loisirs. Là, le blocage d'Alger tous les vendredis, c'est anticonstitutionnel. La propagande médiatique, elle est totalement anticonstitutionnelle. C'est quoi ces histoires de propagande médiatique? Subhanallah, les voyous qui tenaient les chaînes médiatiques, les Haddad, etc., qui sont aujourd'hui en prison, dont certains ont été condamnés, comme Haddad avec son double passeport, leurs chaînes font la propagande de Gaïd Saleh. Donc rien que ça, c'est une contradiction lourde, très lourde. Et restez avec nous, Salim Laïbi, je reviens à vous dans un moment. Ali Bouchelka, nous disions tout à l'heure de ces gens qui voulaient toute l'égalité, sauver les apparences, et qui là, dans la brutalité la plus totale, vient nous annoncer, sans prendre même la précaution de sauver les apparences, de confier ça à son Ben Saleh, il vient lui-même nous annoncer qu'il convoque le corps électoral quasiment. Il dit « je suggère », mais en fait, il convoque. Comment expliquez-vous ça? Comment en est-il arrivé à une démarche, j'allais dire, quasi suicidaire, y compris pour le régime lui-même? On peut éventuellement prendre cette annonce fracassante par plusieurs bouts, mais il me semble que cela s'explique par tout un tissu d'indicateurs hétérogènes parfois les uns les autres, mais qui peuvent expliquer et donner un peu plus la lumière sur cette décision fracassante en milieu qui sort de nulle part. On pensait au départ que cette annonce allait tomber d'un moment à un autre. Ça, personne ne doutait qu'à la fin du processus de ce dialogue, du panel, ils allaient annoncer des présidentielles, de la tenue d'une élection. Ils vont retenter une troisième fois de faire passer la seule option possible pour le régime. Parce qu'en dehors des élections présidentielles, toutes les autres options, elles ont un coût politique majeur pour le régime. Il sait qu'il va passer à la table des grandes concessions. Ça veut dire avec les présidentielles, il pourra placer celui qu'il a déjà sous le coude? C'est tout simplement ça. Maintenant, concrètement, sur cette décision, moi je pense que ce sont des indicateurs aussi de la mobilisation. Le commandement militaire, il a un tissu de réseaux et d'indicateurs dans la société qui lui permettent de faire des remontées quand même assez conséquentes et générales de tout le pays. Hein. Ils ont le personnel pour. Oui. Hein, la société, elle est infestée dans tous les corps constitués, dans tous les regroupements, dans toutes les associations. Il y a des indices et ils ont toujours ils placent des gens pour avoir justement des remontées. Maintenant, les indicateurs de mobilisation pour cette rentrée sociale, ils sont ascendants, ils sont ouverts pour le mouvement populaire. Et ça, ils le savent. Et donc, pire que ça, une rentrée sociale âpre qui s'annonce sous les auspices de Taqachouf, le bahbouha et l'austérité, et les gens maintenant commencent à sentir le coup de l'inflation, de la planche à billets qui commence à produire ses effets délétères. Et quand on le sait par expérience que le mélange d'une situation catastrophique en termes économiques adossée à une crise politique du régime et une obstination sans précédent,
alors elle produira une radicalité, une colère qui va nourrir comme un carburant la mobilisation populaire. Mais justement, qui va pas... mais est-ce que ce n'est pas une provocation Mais ça, c'est plutôt effrayant. Est-ce que ce n'est pas une provocation supplémentaire? Est-ce que ce n'est pas fait pour pousser les gens à l'explosion? Est-ce que ce n'est pas en train de nous préparer l'avènement de la violence laborieusement préparée pour pousser les gens à la violence et pouvoir donner la troupe, que sais-je? Et puis, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce silence des démocraties occidentales qui d'habitude réagissent au quart de tour, alors que là, un général-président, un chef de l'armée arrive, qui prend une décision politique majeure contre tout son peuple, et aucune réaction, la plus minime soit-elle, de ces fameuses démocraties occidentales? Alors, pour répondre à votre première question, c'est-à-dire que cette mobilisation qui va très vraisemblablement va se radicaliser en termes de contenu politique et en termes de mobilisation, je pense que la réponse, le régime ou le pouvoir réel n'a pas la réponse à ces demandes-là précisément. Il ne veut pas répondre. Alors, soit il va pousser dans le pourrissement, comme vous avez dit, encore que, s'il va pousser dans le pourrissement, c'est qu'il a reçu l'aval et le consentement de ce qui se donne sous le nom de démocratie occidentale. Alors, forcément... Ça veut dire, d'après vous, ils ont déjà dû consulter. Je pense que la consultation mais même négocier, peut-être. se sont faites. Les dernières déclarations de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères françaises, sont sans ambiguïté. Il n'est pas pour une transformation de régime. Il cherche des solutions à l'intérieur du régime. Il ne lâche pas Gaïd Salah. Il ne prend pas position. Et il y a cette fameuse fuite rapportée par Maghreb Intelligence sur ce fameux rapport confidentiel de l'ambassadeur de France au Quai d'Orsay, qui préconise de soutenir les présidentielles. C'est ça. Donc je pense que la position, encore une fois... Et qui n'a pas été démentie, je m'excuse. Ça n'a pas été démenti, nous en avons parlé. C'est la ligne diplomatique française. Il y a des intérêts vitaux de la France en Algérie, dans le Sahel, en termes sécuritaires, en termes économiques, en termes diplomatiques aussi. C'est sa zone d'influence naturelle et historique. Donc il ne faut pas aussi perdre de vue que mettre en place un type comme Gaïd Salah est un levier formidable pour la France. Et là, de quoi tenir ces leviers d'influence, compte tenu de la présence à la tête d'un État algérien, d'un type comme Gaïd Salah, qui traîne des casseroles jusqu'à son fief à Annaba, ses enfants pareils. Et donc, il n'y a personne qui est aussi fragilisé comme c'est le cas de Gaïd Salah, ne peut être lâché par un pays qui est dans la réelle politique. Et d'avoir des gens qui traînent des casseroles. Ils n'ont pas intérêt à avoir émergé des gens intègres, propres, forts, élus démocratiquement. Voilà, avec une puissance de la souveraineté, avec une légitimité populaire forte. Ça ne les intéresse pas. Donc il y a un soutien qui est de nature tacite, parce qu'ils ne peuvent pas afficher non plus ouvertement un soutien direct aux élections présidentielles. Ils savent qu'il y a une grande part, une diaspora assez conséquente en France d'Algériens. Ils savent que la scène intérieure française peut être aussi déstabilisée par ce positionnement-là, qui est honteux. Je rappelle juste un deuxième point, si vous me permettez, M. Kamel. Alors, à côté des indicateurs de mobilisation qui sont vers le haut, qui sont ascendants pour cette rentrée, la crise économique adossée à la crise politique. Donc ça va radicaliser les choses. Nous allons en parler dans les jours qui viennent. Et voilà. Et il y a aussi, si on met en perspective cette position-là actuellement, il n'est pas surprenante parce que tout simplement, aujourd'hui, le pouvoir réel n'a pas réussi aussi à se refaire une façade. Il ne faut pas oublier que le pouvoir réel est nu aujourd'hui. Comme on dit, le roi est nu. Et donc, autant y aller au bout de la logique. Mais ce pouvoir, d'un autre côté, ce régime, qui jusque-là avait du répandant, du fric, pour acheter les collaborateurs et les partenaires occidentaux. Aujourd'hui, il est en fin de ressources. Aujourd'hui, il représente plus de danger pour ses partenaires que d'offres et d'intérêts. Pourquoi continue-t-il à le soutenir ? Moi, je pense précisément qu'ils n'ont pas intérêt à voir émerger une démocratie en Algérie, une démocratie réellement souveraine. Qui émane du vrai peuple. Qui émane de la légitimité populaire, parce que les positions
algérienne aujourd'hui, en termes diplomatiques, ne laisse, un président élu légitimement avec une transformation institutionnelle, une réhabilitation de l'État, une relégitimation populaire, des institutions fortes, une politique monétaire, une véritable politique économique réelle qui va faire émerger un tissu industriel fort algérien, c'est toute une menace. Ça va menacer quoi? Les intérêts économiques, à savoir... Et ça aura valeur d'exemple pour les autres pays partenaires aussi. Effectivement, déjà, il y a un effet de contagion très probable. Ouais. Deuxième point, sur le plan économique, on va sortir de cette dépendance aux hydrocarbures, alors que là, c'est un levier parfait pour les puissances occidentales qui ont la même mise sur l'exploitation pétrolière. Et donc, quand un pays dispose de plusieurs jokers en main, il est difficile de les tenir. Et troisième point aussi, il ne faut pas perdre de vue que l'Union africaine a signé, et l'Algérie qui est membre de l'Union africaine, a signé l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Ouais. Alors, ils préfèrent toujours un régime rentier, autoritaire, quitte à ce qu'il soit autoritaire, mais rentier, à avoir émergé un régime démocratique, républicain, un concurrent qui va réclamer, comme les autres pays qui ont la rationalité de la réelle politique, c'est-à-dire un transfert de technologie, des véritables coopérations gagnant-gagnant, et pas ce qu'on voit aujourd'hui, cette politique de laisser-faire, et cette politique de petits pas, cette politique aussi de sauvegarder des privilèges par chantage, par noyautage, et laisser l'Algérie dans cette situation. Salim Laibi, votre avis donc, sur ce qui a motivé M. Ahmed Gaïd Salah, j'allais dire, à aller au charbon de l'hallucination pour nous annoncer une telle nouvelle, pour décider de convoquer le corps électoral et même d'en fixer la date. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça nous concocte? Ben, s'il veut sauver sa peau, ça c'est une chose. Secondo, je pense qu'il faudrait arrêter de parler de Gaïd Salah et parler de ses maîtres, parce que vaut mieux parler au bon Dieu qu'à ses saints. Donc, vaut mieux essayer de chercher, de comprendre qui commande Gaïd Salah, qui le dirige et qui le soutient. Hein, quand on dit que la France, le Drian le soutient, bien sûr qu'il le soutient. Ils ont soutenu les généraux sanguinaires éradicateurs des années 90. Alors Gaïd Salah, à côté, il apparaît comme un nounours. Il n'a encore tué personne. Donc bien sûr qu'ils vont le soutenir. Ils soutiennent, ils contrôlent l'Algérie avec les réseaux mafieux maçonniques depuis toujours. Il suffit de lire le dernier livre de Mark Endeveld, le grand manipulateur concernant Macron, pour comprendre comment ils tiennent l'économie algérienne, comment ils aident les oligarques à planter leur Salim Laibi, je m'excuse, hein, ce n'est pas que je fasse de la censure, mais nous faisons un programme algérien, nous parlons de nos problèmes, et nous parlons des partenaires étrangers qui s'immiscent dans les affaires algériennes, mais nous ne rentrons pas dans la politique franco-française. Ça veut dire que Macron soit franc-maçon ou non, ça nous ne regarde pas. Ah, bah, je sais même pas s'il l'est. Moi, je parlais pas de lui. Je parlais du livre de Mark Endeveld et concernant, par exemple, Alexandre Djouri, etc. Là, par contre, on est dans la mafia maçonnique et c'est eux qui contrôlent, je vous le dis clairement, le pays. Alors, s'il y a un ennemi qui nous fait du mal, ce sont eux, notamment, bien sûr, tous les services de renseignement. Vous savez que nos ambassades, en France, en Algérie, l'ambassade de France à Alger est détenue par des ambassadeurs, sont des agents de services de renseignement. Ce ne sont pas des énarques classiques comme d'autres pays. Donc on est vraiment dans la guerre du renseignement et la manipulation depuis 62. Ça, si on ne parle pas de ça, si on ne connaît pas notre ennemi, si on ne le nomme pas, on n'avancera pas, on n'ira pas loin. Bien sûr, il faut parler aussi des Émirats, hein, ça je crois que c'est une évidence, parce que justement, moi je trouve qu'on parle trop de la France, on ne parle pas assez des Émirats, parce que c'est devenu maintenant un des pôles financiers les plus importants au monde, et beaucoup d'oligarques ont investi là-bas des milliards, ou du moins des centaines de millions de dollars, et ils délaissent de plus en plus Paris, etc. Hein, donc ça aussi, il faut le dire. Donc il faut comprendre qui sont ceux qui soutiennent et qui dirigent et qui vont donner du courage à Gaïd Salah pour comprendre les réactions de Gaïd Salah. Maintenant, moi, je vais vous dire aussi un autre truc. La lettre de Hamrouche, quand il parle d'antisystème, le système algérien n'est même pas un système, c'est un antisystème. C'est ce que je dis, moi, depuis toujours. Il ne faut pas dire Nizam, il faut dire le Fawda.
Et le fawda génère, le chaos génère du chaos. C'est-à-dire que j'ai même plus envie d'essayer de comprendre ce que fait Gaïd Salah. Est-ce que lui-même est conscient de ce qu'il fait? Est-ce qu'il trouve intelligent de piétiner le hiwar? Est-ce qu'il trouve intelligent d'humilier Ben Salah, d'humilier Bedoui, d'humilier ainsi Karim Younes? Pourquoi, Salim El-Aïbi, pourquoi en est-il arrivé à une telle extrémité alors qu'il aurait très bien pu ordonner à Ben Salah, et Ben Salah ne peut pas refuser, de faire la même déclaration? Pourquoi a-t-il voulu la faire lui-même en tant que chef d'état-major, le patron de l'armée algérienne qui nous a toujours raconté jusque-là qu'il s'interdisait de faire de la politique, qu'il se confinait à ses seules prérogatives constitutionnelles? Pourquoi aujourd'hui a-t-il violé, transgressé ce tabou constitutionnel? Parce qu'il n'y a que lui, parce que Ben Salah est très malade, parce que Bedoui, on le sait tous, il est détesté, détestable avec tous les trafics qu'il a fait. Il n'y a que lui. On est dans le daïmisme, on est dans une mentalité algérienne qui dure depuis longtemps, depuis des décennies. Il faut un patron, bien sûr, le chef des chefs, c'est le patron, c'est le chef de l'armée. Et aussi, moi je pense aussi qu'il a un gros problème, c'est que Gaïd Salah, il sait aussi que le peuple ne le respecte pas. Il insulte et l'injurie hebdomadairement les vendredis. Il sait qu'il ne contrôle pas, absolument pas la situation ni le territoire. La Raya Amaziria, elle est levée quasiment partout. Il n'est pas respecté. Tous ces discours sont moqués le jour même ou le lendemain sur les réseaux sociaux. Il y en a plein qui disent, par exemple, ça m'a fait vraiment mourir de rire. C'est bon, il y a des posts sur Facebook ou sur Twitter qui cherchent la caserne dans laquelle il allait voter. Parce que voilà. Ou sinon, si la caserne est trop loin, aller au commissariat pour voter. Tout le monde se moque de lui. Moi, je suis très content pour sa sortie. Parce que il va démontrer encore une fois, après la faillite du 4 juillet, il va démontrer le 15 décembre qu'il ne contrôle rien, que la rue, que le peuple, c'est pas trop le terme la rue, parce que c'est le peuple chab, le peuple dans sa totalité, enfin pas sa totalité, on va pas parler à la place de tout le monde, mais dans sa grande majorité, il est contre ce qu'il propose, parce que ce peuple estime qu'il fait partie de la Issaba. Alors, il me fait de la peine quand il nous traite, nous, qui sommes contre lui, de Issaba. Vous savez, c'est la version accusatoire, c'est ridicule. Ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas être la Issaba. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai qu'aucun levier pour être dangereux pour lui. Qui suis-je? C'est lui qui a les manettes. C'est le ministre de l'Intérieur qui est à la tête de la police, c'est le ministre de l'Économie qui est à la tête du budget. Donc qu'est-ce qu'on est, nous? On n'est rien du tout, on dit juste, on analyse et on dit, il nous semble être le réel, la vérité. Mais lui, il essaie de s'en sortir avec des pirouettes, mais ça ne marche pas. Tout ce qu'il fait ne marchera pas. Merci. Tout ce qu'ils ont tenté a échoué. Et alhamdoulilah, et tout ça grâce au peuple algérien et à sa conscience politique extraordinaire. Merci Salim El-Aïbi, au plaisir de vous retrouver. Merci. Ali Boucherka, le mot de la fin pour pouvoir ouvrir enfin le standard à nos amis qui nous attendent. J'ajoute juste qu'avec cette annonce fracassante, il faudrait bien s'attendre à une offensive, cette fois-ci générale. Vous pensez que ce vendredi-là, ça va... À une offensive, pas du Front populaire, je parle du régime lui-même. Ah, d'accord. Il faut s'attendre à ce qu'il y aurait une offensive médiatique générale. Ah, ça veut dire qu'ils vont mettre tous les moyens je pense que c'est ce qu'on... dans la bataille. Comme les offensives qu'on réserve aux intérêts vitaux. Oui. Il y a la question de vie ou de mort. Ils vont mettre tout le paquet. Et donc, il faut s'attendre à ce que, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les médias, ce qu'on n'a jamais entendu, là, on va l'entendre. Moi, Et ils vont lâcher tous leurs pitbulls, tous leurs baltagias. Les analystes à la solde qui vont nous raconter. Ils vont mobiliser absolument tous les référents et les symboles qui peuvent faire bouger le peuple. Ils vont sortir la loi Taniya Taïwan. Ils vont jouer sur la carte identitaire. Ils vont jouer sur la carte religieuse. Peut-être demain, ils peuvent aussi recommander aux imams de nous dire que ils peuvent jouer absolument sur tout. Donc il ne faut pas s'étonner de cette offensive. Au contraire, c'est précisément là des marques d'un régime qui est précisément à la fin de vie.
Donc il faut résister à cette escalade. Est-ce qu'il y aura une réponse proportionnelle et je pense qu'ils trouveront l'équivalent en face. Il y aura des ressources, de la radicalité politique comme jamais. Une rentrée sociale à la hauteur du 22 février? Voilà, je pense qu'il y aurait, éventuellement, ça va nous surprendre, le degré de mobilisation. Et aujourd'hui, le degré aussi de conscience et le degré d'identification. Aujourd'hui, les Algériens sont arrivés à identifier la cause des conséquences. Et c'est ça qui est incroyable. Absolument, on est passé absolument. de revendications fonctionnelles qui s'agissaient plutôt, qui touchent les symboles et les personnes symboliques du régime bouteflikien. Aujourd'hui, on est passé à des demandes organiques pour des transformations profondes, institutionnelles, constitutionnelles, d'état de droit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui donne espoir sur cette formidable mobilisation qui ne fléchit pas depuis maintenant 6 mois. Et dernier point, j'allais dire, pour les gens qui peut-être continuent à se poser des questions ou à être tentés par des panels ou par des invocations de médiation, de ces mots valises, de ces concepts valises, disons que l'histoire aujourd'hui a donné un coup d'accélérateur au destin de la nation. Aujourd'hui, ce coup d'accélérateur, il a porté la contradiction qui existe entre l'État et le régime à un tel degré de polarisation qu'aucune position nastiyab, comme on dit, aucune position de centriste, d'équilibriste, le ni, ne je suis ni là, aujourd'hui n'est toléré. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre position. Et cela, je l'adresse à ceux qui sont dans les classes moyennes, ceux qui hésitent, ceux qui ont peur du déclassement. Vous n'avez rien à craindre parce que vous allez tout perdre avec ce régime. Et un dernier mot, vous pensez que le vendredi prochain, avec la réponse du peuple algérien à Gaïd Salah, vous pensez que ça va marquer la rentrée sociale? Je pense que c'est vraiment, ça va donner, parce que déjà les indicateurs, lors de ces 2 dernières manifestations, des deux derniers vendredis, ont donné le là à ce qui se prépare, à ce qui se trame. Aujourd'hui, on le sent dans les réseaux sociaux, on le sent un retour de confiance. Et les gens qui sont partis du Hirak, aujourd'hui, ils se disent « mais ça fait 6 mois et tout le monde est là, et donc je n'ai pas le droit de reculer maintenant. » Et surtout qu'aujourd'hui, la provocation suprême est prononcée. Et donc aujourd'hui, rien. Et on voit aussi, j'ajoute ça, qui est une information, le Soudan qui a réussi à avoir une négociation et sorti avec un pacte de transfert de pouvoir. Oui. Rien que ça, un transfert de pouvoir sur une période alors de que ce n'est pas aussi Selmia que nous. Et ce n'est pas Selmia, ils ont tiré sur le peuple. Et bien ça aussi, en termes de conséquences aussi de cette région-là, a donné de l'espoir à l'Algérie en disant que pourquoi le Soudan et pas nous. Ali Boucherka, merci beaucoup. Moustapha Hamouda, merci beaucoup. Salim El-Aibi, merci beaucoup. Nous allons vous retrouver, mes chers amis, dans quelques instants pour vous permettre de vous exprimer. Je vous laisse avec des images d'une compatriote du Sahara. Je ne vous en dis pas plus, vous allez l'écouter. Merci beaucoup, à tout de suite.
كل مكان، لا انتخابات مع العصابات. الرسالة وصلت، وإحنا ثاني نسلموا على ناس الصحراء، وهذه رسالة من بنت الصحراء باش تجاوب واحدة أخرى اللي قالت روحها باللي هي بنت الصحراء وهي تمجد الديكتاتورية. هذه هدرت لكم وكم سمعتوها، رغم أنه الناس خاوتنا اللي في الصحراء يعني بالك إلا هما اللي عمرهم ما استفادوا من الرزق اللي خارج من تحت رجليهم. لا نفتحوا لكم الستاندار، ومعانا شكون؟ خونا محمد من الحدود الجزائرية المغربية. سي محمد مرحبا بك. الله يبارك فيك خويا جمال، الله يسلمك. كي لاباس؟ الحمد لله على سلامتك. واش من بلاد بالضبط؟ من وجدة. من وجدة، اهلا بك خويا، مرحبا بك. الله يسلمك خويا، الله الحمد لله على سلامتك. قلبت كونجي سي جمال ياك؟ انا ما كنت كونجي. الحمد لله على سلامتك. اخويا جمال باش ما نطولش عليك، انا من وجدة، هذاك شي ماروكان، عندي لي كوزان في هذاك لاجيري. انا عندي اون ايدي زعما الا ديروها وقيلا غير بتيت كونتريبيسيون بحال زعما هذاك شاك فوندردي. فو سافي تري بيان كو داك لي اوتوريتي فرونسيز سون كومبليس افيك سو بوفوار. ياك سي جمال؟ الو الو، نسمعوا فيك تسمعني؟ نسمع فيك سي محمد. قلت لك علاش نهار الجمعه ما ديروش فوزات تبارك الله 4 مليون دالجيريان، نهار الجمعه ديروا 3 mois brassard pour dénoncer هذاك لا بريس فرونسيز et les autorités françaises qui sont complices. نعم فقدناه. صح. مسعود مقسنطينة، مرحبا بك سي مسعود. الحاج اخويا جمال مساء الخير. واش راهي الحاجه؟ واش راكم جماعه قسنطينة؟ والله توحشناك. يتوحشك الخير اخويا. توحشناك. بون روتور مون فرير. ميرسي بوكو، الله يبارك فيك يا سيدي. خويا مون انترفونسيون جوردوي الاولى صافي بليزير دو تو ريفوار. ميرسي بوكو. واسمع لي نهضر معاك بالعربيه. تفضل. الناس تفهم برك. نعم لازم. شوف اخويا جمال، العصابه اللي كانت هذه كانت تخطط البلاد ولا ديتروير ديفينيتيفمون. وي. بين المخططات نتاعها بناء مئات مسجد واستيراد المخدرات والكوكايين اللي تخدير هاد الشباب هذا مفروغ منه، ويشبعوا به الحباسات. بصح اني لور دو ما بريمير انترفونسيون كنت نهضر معاك، قلت لك الشباب هذا والله كونك هاني والله فاك. الثوره هذه شعبيه اللي ديريجي بار اون جوناس مثقفه تاع جامعات هذه. ونحكي لك واحد الحكايه خويا جمال دو سورس اوفيسيال. والله ماني شاف يوم 75 76 لينوغوراسيون دو لونيفرسيتي دو تيزي وزو اللي يافي بومدين من وراه بيان سير الوفد الرسمي هذاك، واللي يافي قاصدي مرباح كوم ريسبونسابل لا سيكوريتي ميليتير. كي حط الحجر الاساسي دار المرباح قال له بوم ابري البروتوكول، قال له سيد الرئيس واش قال له والله هذوما اللي ياكلوا لكم راسانكم. هاد الناس هذا عم بالهم ذوك ناس الشباب والله لا محاله والله جاي الاستقلال والله ان شاء الله كروابوا من فمك. ربي الحاج مسعود يعطيك الصحه. معنا ماسي من بجايه عبر سكايب، مرحبا بك ماسي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سيدي. الزول خويا جمال. الزول خويا مرحبا. لا خويا مرحبا بك القناه المغاربيه. بون فاكونس. ميرسي بوكو، الله يسلمك خويا يعيشك. تفضل سي ماسي. فقدناه. الو. تفضل ماسي، تفضل خويا تفضل. نسمعوا فيك خويا جمال. مرحبا بالقناه تاعك المغاربيه. الله يسلمك سي ماسي، نسمعوا فيك. تفضل خويا. اخويا يعطيكم الصحه المغاربيه، نستعرف بكم يا خويا. انتم قناه الشعب، الله يبارك. بارك فيك. وبلا ما ننسى بربر تي في ثاني راه يدير خدمه مليحه ثاني، يعطيهم الصحه. نعم. واش نقول لك اخويا جمال، فاصون طونك كاين لا جوناس ان شاء الله ربي كما قال السيد دوكا اللي قبلي من قسنطينه، دونك يا لا جوناس كي طونافون ما نخافوش على الجيري ان شاء الله. ان شاء الله. مالغري واش راهم يهضروا فيسبوك زواف شي هادي ما على باليش الهضره هادي كاع الفايده ما لازم نسمعوا، لازم نروحوا برك اون افون ان شاء الله ما راناش حابسين.
شوف نقول لك سي ماسي ونخلي لك الوقت تاعك لا نديه لك خليك. شوف هذا الناس اللي يهضروا على زواف وما زواف وكذا، شوف انا نسالك سؤال سامبل. كما لقيت واحد مؤرخ ولا واحد مثقف ولا واحد يعني يعرف التاريخ تاع المنطقه يهضر الهضره هذه اللي يهضروا فيها الا الناس اللي عاده مفريين في راسهم ابياس وجابدين الفرامه. ما كانش هذا شوف اللي انفونتا هذا اللي جبدها القصه هذه توفى ربي يرحمه وربي يسمح له على كل حال، مات في بريطانيا وما عندها حتى مجرد حاجه اللي هذا ما يحبوا يطلعونا ضد بعضنا البعض باش يشعلوا النار بيناتنا، ولكن احنا رانا كل جمعه نقولوا لهم خاوه وتفضل نخليك الوقت نتاعك تفضل. فقدناه. سامحني خويا ماسي، كان تقدر تزيد زيد عيط وسامحنا. شكون معنا؟ عبد القادر مستغانم، مرحبا بك سي عبد القادر. الله يسلمك خويا. يسلمك خويا، مرحبا بك سيدي. الو نسمعوا فيك سي عبد القادر. صح اخويا. اهلا بك سي عبد القادر. نوجه الميساج لهذا النظام وللشعب الجزائري اللي قاعد مدة 6 شهور في السلميه، والله يخلينا غير السلميه ان شاء الله. نعم. الشعب الجزائري راه عنده لا في دو روت. الشعب الجزائري il est très conscient de ce qu'il fait. وي. ماذا بك بعد من التلفزيون باسكو كاين روتور بعد شويه من التلفزيون. صح. تفضل. راه عنده لا في دو روت. أول الشعب الجزائري مسلمين مسكين. فقدناه. حميد من باب الواد، مرحبا بك سي حميد. اخويا. اهلا بك سي حميد، مرحبا. شوف يا اخي البارح سمعت نهضر معك هكذايا. نسمعوا فيك تفضل. نعم. نسمعوا فيك سي حميد، تفضل. شوف البارح سمعت سي جمال يتكلم في الانترفونسيون اللي دارها البارح. صح. الانترفونسيون تاعك البارح عجبت الناس كلهم اللي يتكلموا الفرنساويه. اسمح لي يعني واسمه اون روتار. لا ما تسمعش من لا تيلي، بعد من لا تيلي واسمع من التليفون. بعد. تفضل. أنا نسمعوا فيك سي عبد. تفضل يا سيدي. الو. أنا نسمعوا فيك. شوف سي جمال البارح vous avez intervenu, vous avez fait très belle intervention concernant les intrigues تاع البوفوار. نعم. ماذا بيا والناس بزاف كان تعاود باللغه اللي يتكلمها الشعب ماهوش كاع يتكلم بالفرنساويه وماهوش كاع يتكلم باللغه العربيه الفصحى. صح. ماذا بينا كنت تعاودها هذيك الانترفونسيون تاعك هي تري امبورطون. الانترفونسيون اللي درتها البارح تتعاود باللغه اللي يفهمها الشعب. هذا خويا. معليش بصح حنا وعندنا حصص بالعربيه الدارجه وحصص بالفرنسيه وحصص بالتمازيغ وحصص بالفرنسيه. الناس كل يعني نحاولوا وحقيقه انا كون نصيب يعني ويسمعوا المعالم تاع المغاربيه ويعطيونا لوتوريزاسيون، انا ماذا بيا نعود ندير حصص بالعربيه الدارجه هكا. راحنا ما نزيدش نهضر، عاد لي نهضر معاه يتكوبا، ما نزيدش نهضر خلاص. حاجه علي من تيزي وزو، مرحبا بك سي حاجه علي. الله يسلمك. الله يعيشك يبارك فيك، تفضل خويا. الو. انا نسمعوا فيك الحاج. راكم نشكر مليح بالمغربيه. بارك الله فيك الحاج علي، يعطيك الصحه. بعد شويه من التلفزيون تاعك يا الحاج، بعد من التلفزيون باش نسمعوك مليح. راكم نشكر مليح المغربيه.
الحاج علي راك تسمع في التلفزيون، راك قريب التلفزيون وكاين الروتور وكل مره نعاودوا نفس الهضره تسمى نودروا في الوقت. لازمك تبعد من التلفزيون. نعم. الو تفضل يا الحاج تفضل. خذناه. لا نذكر خوتنا باللي حتى الناس اللي يعني مع النظام ولا يحبوا يهضروا يحاميوا على النظام ولا يفهمونا بالك احنا رانا غالطين، قنعونا باللي النظام هو اللي على حق، هذا الناس تاع الارمي هما اللي عندهم الحق، ماذا بهم يعيطوا ويفهمونا بالتي هي احسن ويقنعونا وبالك نوليو نتبعوهم ونوليو احنا كل نساندو قايد صالح. معنا شكون؟ نور الدين من الجزائر. مرحبا بك سي نور الدين. الله يسلمك. يبارك فيك. انا جي ليمبرسيون باللي رانا في لا بيريود تاع الواعظ. ايوه. جو بونس كو الاستقلال جاي. سيتادير يفون سكيل فول. وي. يكسروا يخسروا يجبدوا الهضره يهضروا زواف يهضروا سكيل فول. مي جو بونس كو بيانتو on ressent déjà الاستقلال. سي فري. والله صح صح. جو بونس كو الاستقلال عاود جاي. صح. دوكا راهم يقولوا الاخر عاود جاي، بصح انا نقول الاستقلال عاود جاي. ان شاء الله يا خويا من فمك الربي. انا نقول الاستقلال عاود. سي اكزاكتومون سي اون كالكال لواس واش كانوا يديروا لواس سي ابري لا ميم شوز. وي. نعم. انا جو بونس ان شاء الله ديسي لا فان دو لاني تفرق. ان شاء الله يا خويا ان شاء الله. وتظن يعني باللي تظن باللي تبقى هكا سلميه حتى ان شاء الله الاستقلال تظن؟ هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام بارك الله فيك. معنا فريده من خنشله. مرحبا بك فريده. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك اختي. بيك الله يسلمك يا عيشة. والله يا اخي واش راح نقول لك، انا ما احناش ضد التغيير. ايه ما احناش ضد التغيير، ماذا بينا تتغير الحياه نتاعنا وتتغير بلادنا للاحسن. نعم. صح ولا لا؟ صح. واللي وقايد صالح يعني ما قصرش، راهو غير راهو نحى بزاف الناس اللي كانت مفسده، نحى ويحيى نحى سلال نحى فطاق نحى بزاف الناس اللي فسدت في البلاد هذه، صح ولا لا؟ صح. وكنت راح نقول لك يا اخي واش راح نقول لك، هذه اسمها المغاربيه يا اخي. نعم. نعنتك دايما. وعلاش انتم يعني المغاربيه هذه يا اخي راكم مركزين غير على الجزائر؟ هذه قدام سنه وانا نتبع فيكم، يعني جامي درتوا المروك ولا درتوا تونس ولا درتوا، يا اخي المفروض اسمها المغاربيه تشمل يعني المغرب العربي، صح ولا لا؟ لا هذه مش صح. هذه انا نجاوبك سامحيني. بالنسبه لك انت القايد صالح هو الجزائر ولا احنا لا خليني. اسكو تقدري تقولي لي مره واحده في 7 سنين وقتها المغاربيه هضرت ضد الجزائر مره واحده؟ بصح انا نستني واش الجزائريه، مادامكم مركزين على الجزائر هكا، وانا نستني واش الجزائريه وانا واش عاملينها المغاربيه. المغاربيه المفروض تشمل المغرب العربي، بصح انتم المفروض يعني مادام مركزين على الجزائر وانتم الجزائريين تخدموا فيها المفروض تسميوها الجزائريه. مثلا مالا باغ اكزومبل فرونس 24 لا تلفزيون لازم تهضر الا على فرنسا مادام يسموها فرونس 24. بصح يا اخي روسيان تي في تاع الروس لازم تهضر الا على الروس. بصح يعني المفروض انتم يعني الجزائريين وتحبوا الجزائر وتدافعوا عليها وهكا، المفروض تبدلوا لها الاسماء باسكو كاينه حساسيه شوي. انا واحده من الناس ما نحبش المغاربه ما نحبش المروك. يا اختي احنا نحبوا المغاربه ونحبوا التوانسه خوتنا ونموتوا عليهم، ورانا الاقتراح نتاعك كما يسمعوا فيه المديريه تاع المغاربيه، اذا يحبوا يبدلوها يرجعوا الجزائريه احنا ما عندنا حتى مانع. وبارك الله فيك اختي فريده. ومعنا محمد من فرنسا. تفضل سي محمد. وماذا بينا كيما هك الناس اللي مع النظام ومع واللي يظنوا باللي هما الجزائر تسمى كي نكريتيكيوهم هما ولا ندوا
بالشيء اللي يديروه ولا نوريوهم بالصباع ولا نقولوا واش راهم يديروا، رانا نكريتيكيو في الجزائر، ماذا بهم يعيطوا ويعبروا كما عبرت اختنا فريده. معنا محمد من فرنسا، تفضل سي محمد. محمود اهلا بك سي محمود، تفضل سي. السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام. المغاربيه بزاف الله يرحم والديكم على الخدمه اللي ديروها، على بالكم انتم العينين وانتم الودنين وانتم المخ نتاع الجزائر. بارك الله فيك. نقول لك يا سي جمال، نعم. كاين صالح هذا دروك اللي يقرا دائما الرسالات اللي مكتوبين من عند الحكومه الفرنسيه. انا جو ديفي يفوا نو فيغ ان ديسكور بلا ما يقرا قراءه الرساله، بلا ما يقرا في الرساله، جو ديفي يدير لنا غير يفوا ميتر 10 فراز ا لوي دون سا تيت كيما فريمون ان هوم انتيليكتويل. ما عنده والو في الراس يا صاحبي. يقول لك المجاهدين، انا جدي مجاهد مات في لوبيراسيون جيمال 58. انا بجاي انا الاصل نتاعي مو القصر اكزاكتومون. انا نقول لك نهار خرجوا العروش كانوا يطالبوا، الناس كانت راكده الناس، دروك ولاو فاقوا الحمد لله. يعني الشعب الجزائري انا نقول لك انا بجاوي باتني خنشلي صحراوي تونسي مغربي ومرتي مغربيه وشوف على طلع المراري اللي قلت لك ما نحبش المغاربه خاوتنا اخويا، المغاربه خاوتنا وتوانسه خاوتنا، فهمت كيفاش؟ والمصريين خاوتنا، فهمت يا سي جمال؟ نقول لك حاجه يا سي جمال، لا بس غير ما تقولش نعلط الله عليها برك، قول انا مانيش موافق معاها، هذه داكور ما نسبوا حتى واحد. انا ما تحبش المغاربه واش المغاربه خاوتنا، بس احنا ما نقولوش نعلط الله عليها، معليش تقولوش تحبوا، احنا نقول لها ماناش موافقين معكم. انا ولادي نص جزائريه ونص مغاربه. بارك الله فيك، ونعتذروا لخاوتنا المغاربه وخاوتنا التوانسه، ونقولوا لهم ان شاء الله يجي النهار وين ما يبقاوش الحدود بيناتنا، ونوليو كيما لا كومينوتي اوروبيان، ما كان لا حدود ولا هما يحزنون. بارك الله فيك سيدي. ومعنا رشيد من تيزي وزو، ثم ناخذ ابل واحد اخر ونقول لكم بقاو على خير. رشيد. الو. اهلا بك سي رشيد. صح اخويا. جمال واش راك؟ لا باس حبيبي، صافا اخويا. يا اخويا الحمد لله كي شفناك في التلفزيون. ربي يعيشك يا اخويا، يبارك فيك. لا توحشناك، عندنا بزاف ما شفناك. يتوحشك الخير اخويا، يبارك فيك، يسلمك. واش نقول لك على ديك المرة ديك تاع خسلان، تحب خسلان ما عادش كيما هذوك. على كل حال انا نشكر المغاربه، نشكر التوانسه الليبيين لو كرو مغرب. انا مع لو كرو مغرب، انا ما نعطيهمش كاع الحسن هذوك كيما هذو تاع الذباب وهذو بوزوزل، هذو ماشي الذباب برك. نعم فهمتني؟ نعم. وحكى لي واحد القصه، نحكي حكايه صغيره برك. جدي الله يرحمه حكى لي، كاين فيل صغير وكاين فيل كبير. قال لك راح فيل صغير هو مضعوف خلا كاع البلاد، وجا فيل كبير اللي ياكل في الغزاير. دركا حب ياكلنا حنايا. خاطر الغزال دركا ما كانش في الصحراء، صيدوهم كاع العمارات. خلاص فهمتني؟ خلاص سيدي، نحلوا لهم ريستورون تاع واش يحبوا، نجيبوا لهم حتى الكروكوديل اذا يحبوا، غير يخليونا ترونكيل. حتى السبتات تاعو يديرها فوق السرايه محاينك. بارك الله فيك خويا رشيد. ربي يعيشك. يا ربي يعيشك خويا. المغربيه بزاف. ربي يعيشك ويبارك فيك. حتى المغاربيه راهي في خدمه الشعب الجزائري، والمغاربيه تخدم الجزائر، والمغاربيه ان شاء الله تكون جسر، ان بون ما بين الشعوب المغاربيه، وان شاء الله يجي النهار وين نعودوا في بلادنا في كل البلدان تاع المغرب والمغرب، ما نقولوش المغرب العربي باش ما نسبوا حتى واحد، المغرب الكبير اللي هو عنده اون ديمونسيون عرب كون نو بو با نيي، عنده اون ديمونسيون امازيغ كون نو بو با نيي، وعنده une dimension musulmane qu'on ne peut pas nier, mais dans tout ça, chacun se retrouve comme il veut. اللي يحب يكون إلا عربي مرحبا به، اللي يحب يكون إلا أمازيغي مرحبا به، اللي يحب يعود عنده الدين واحد آخر مرحبا به، وشي كاينة حاجة واحد ما يقصي الآخر. آخر مكالمة عبد القادر من الأمريكان، مرحبا بك سي عبد القادر. مرحبا بك أخي، السلام عليكم. السلام، عبر سكايب، مرحبا بك سيدي. الله يجازيك اخي، بارك الله فيك. اول حاجه نقول المراه اللي جالسه من قبل اللي قالت ما نحبش المغاربه، ربي يهديها ان شاء الله. هذه اول حاجه. وحاجه ثانيه نقول
القايد صالح القرارات اللي بيقولها واللي بيعملها هو مش هو القرارات بتاعه. القرارات احنا عارفين بتجي من عند الامارات وتجي من عند السعوديه والبلدان الثانيه من امريكا والباقي. ونقول للقايد صالح ربي يهديه هو ثاني، وان شاء الله تستقل الجزائر ان شاء الله وتعود بلد حره ان شاء الله. والله وش نقول لك اخي جمال، انا اقول لك عندي 30 سنه وانا في الغربه، نقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل. ربي يرجعك لبلادك ان شاء الله، ربي يرجعك لبلادك على رجليك وحي وفرحان ونرجعوا كله ونديروا فيها الاستقلال اللي هي كيما في 62 ان شاء الله. ان شاء الله اخويا جمال. والله هذه اول مره انا نتصل بالقناه المغاربيه، اني فرحان بزاف اللي اتصلت بكم وقدرت نشرح الشعور اللي راني فيهم، وربي يقدرنا ان شاء الله على الخير ويقدر الجميع ان شاء الله. ولكن نزيد نقولها ثاني، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومه الجزائريه منين بدات من 62 الى يومنا هذا. لان والله العظيم لو كان ماشي هما احنا ما راناش في الغربه، لو كان ماشي هما احنا ما نضرماوش وما نتحرموش من الحنان تاع الوالده ولا من الحنان تاع الاخ اللي مفقود من 96. ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله. ربي يرحمه. والام اللي شفتها لمده 10 سنين ما شفتها مره بعد ما شفتها توفات، وهذا كاع من السبب الحكومه اللي خرجتنا من البلاد هذيك. حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله يا ربي. كي اليوم يا خويا عبد القادر، بارك الله فيك خويا اللي عيطت لنا. وحنا بالنسبه لنا المغاربيه كل مره منين يحكمنا واحد من خاوتنا جديد يتكلم معنا، عمره ما تكلم معنا، كل اللي شمعه شعلت ببقطت في بلاصه ما. والمغاربيه ثاني تحبكم. نذكر باللي برنامج هذا تاع المغاربيه ستاندار نفتحوه لخاوتنا وخواتاتنا يتكلموا معنا. لربما مانيش غلط، بصح اذا تشوفوا انتم بلي غلط ماذا بكم تصحوني غدوه ولا غير غدوه. انا نظن باللي القناه الوحيده مش في الجزائر، مش في المغرب، مش في القناه الوحيده في العالم اللي تحل بروغرام بوليتيك بوليميك كيما هذا اللي نديروا فيه اون ديريكت على لا تيليفزيون والناس كل تهدر سون فيلتر. On ne filtre personne, tout le monde peut appeler, y compris ceux qui sont contre notre ligne ou ceux qui sont contre les aspirations du peuple algérien. شرط واحد بالكلام اللطيف والظريف كما اختنا فريده قبيل دخلت، ولكن قالت رايها، ولكن بكل ظرافه وبكل احترام. بارك الله فيكم خاوتنا، بقاو على خير، بسلامه.